stealth technology alone is not the magic answer. La furtivité à elle seule n'est pas une baguette magique. Et celui qui prononce cette phrase en sait quelque chose puisqu'il s'agit du pilote du F-117 qui a été abattu au-dessus de la Serbie le 27 mars 1999. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'ils ont fait pour réussir à descendre un appareil censé être indétectable, donc normalement impossible à abattre? Eh bien, c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, et vous allez voir que les avions dits furtifs sont très loin d'être encore invisibles et encore moins invulnérables. Allez, c'est parti! Si vous avez vu ma dernière vidéo sur le secret du F-117, je vous ai laissé sur un petit cliffhanger. Et si vous ne l'avez pas vu, eh bien mettez celle-ci en pause, allez la voir et revenez après, ça vous fera déjà une bonne introduction sur le sujet. Donc, dans la précédente vidéo, je vous avais expliqué quels avaient été les moyens mis en œuvre sur le F-117 pour contrer un peu toutes les formes de détection, que ce soit la détection radar bien sûr, mais aussi visuelle, infrarouge ou encore électromagnétique. Mais forcément, entre la mise en œuvre du F-117 dans les années 80 et son retrait une vingtaine d'années plus tard, il est passé bien de l'eau sous les ponts. Et bien sûr, les technologies ont continué à progresser, que ce soit en matière de furtivité, mais aussi forcément en matière de détection. À la guerre, c'est comme ça, on prend des mesures, on invente des contre-mesures, puis des contre-contre-mesures, etc., etc. Alors en 2023, à l'heure où je publie cette vidéo, est-ce que vous croyez que les avions furtifs sont toujours aussi indétectables? Bon, eh bien je vais vous spoiler tout de suite la réponse, car la réponse est non. Mais maintenant que vous avez votre réponse, eh bien il faut que je vous explique pourquoi. Et pour ça, eh bien on va reprendre les mêmes points que dans la dernière vidéo et voir quelles contre-mesures ont été mises en place pour chacun d'entre eux. Comme je vous l'avais dit, le premier moyen de détection reste l'œil humain. Et c'est donc pour ça que les F-117 ou encore le B-2 Spirit sont peints en noir, ils opèrent majoritairement de nuit. C'est basique, mais ça peut compter quand même. Mais même si vous êtes très discret en vol, eh bien on peut toujours vous voir décoller. Et à ce sujet, eh bien je vais vous raconter une petite anecdote, et ça c'est du vécu. Certains le savent peut-être déjà, mais j'ai passé 18 ans dans l'armée de l'air en tant que contrôleur aérien. Et pendant la guerre de Yougoslavie, on faisait régulièrement passer de nuit des raids de bombardiers qui décollaient d'Angleterre pour aller là-bas s'alléger de quelques tonnes de bombes avant de revenir dans l'autre sens. Et vous savez comment on était informé de leur décollage? Eh bien, on regardait la BBC, qui diffusait ça en direct. Alors vous vous doutez bien que si nous, on regardait ça juste par curiosité, histoire de voir décoller les avions qu'on allait contrôler un petit peu plus tard, eh bien en Yougoslavie, eux, ça leur permettait tout simplement de savoir dans combien de temps ils allaient recevoir leur pluie de bombes. Et même s'il n'y avait pas eu la télé, eh bien il n'y avait rien de plus facile que d'envoyer quelqu'un aux abords d'une base pour faire un peu de renseignement et transmettre ces infos assez basiques en fait. Ça permet déjà de savoir à quelle heure il faut mettre au maximum de moyens en alerte et planquer tout ce qui craint à temps. Et oui, on n'y pense jamais, mais la furtivité, elle commence par là. Si l'ennemi sait que vous avez décollé, c'est qu'il commence déjà à vous chercher par tous les moyens possibles. Et si en plus vous faites l'erreur de passer plusieurs fois de suite au même endroit, eh bien ça leur facilite encore plus la tâche. Et ça, eh bien ça fait partie des erreurs qui ont été commises par le raid de F-117 qui a été shooté. Et le premier moyen que l'ennemi va mettre en œuvre, bien sûr, eh bien c'est le radar. Mais vous allez me dire là aussi que maintenant, tous les chasseurs modernes, dits de 5e génération, sont réputés furtifs. Comme le F-117, ils sont couverts d'un revêtement qui contient des microparticules métalliques qui absorbent les ondes radar. Bon pour eux, pas besoin d'être noirs, puisqu'ils opèrent aussi bien de jour que de nuit, mais bien sûr ce revêtement spécial ne fait pas tout. Leur forme n'a plus grand chose à voir non plus avec celle du F-117, et pourtant elles en reprennent toujours les mêmes principes de dispersion des ondes vers des directions différentes de celles de l'émetteur. On retrouve toujours ces lignes bien droites, mais adoucies grâce au progrès de l'informatique, qui a permis d'optimiser les formes des appareils pour être toujours aussi furtifs, sans pénaliser l'aérodynamique. Bien sûr, toutes les arêtes des trappes ou autres jointures dont on n'a pas pu se débarrasser gardent leur ligne biseautée, et pour éviter que les ondes radar ne viennent se réfléchir sur les aubes de réacteurs comme un miroir, eh bien les entrées d'air vont prendre des formes complexes pour les piéger. Pourtant, aujourd'hui, même si on garde ce principe de géométrie, la furtivité repose plus sur la capacité des matériaux à absorber les ondes plutôt qu'à les disperser. Et pour ça, eh bien, on va utiliser un maximum de nouveaux matériaux, comme la fibre de carbone, les céramiques ou des matériaux composites comme le Kevlar, qui contrairement aux métaux ne renvoient qu'une très petite quantité d'énergie. Et c'est devenu tellement performant eh bien, que ça pourrait devenir leur point faible, parce que si ça rend aveugle un radar classique, eh bien ça permet aux radars dits de contre-furtivité de les voir comme en plein jour. Je m'explique. On connaît tous le principe de base du radar, qui émet un faisceau d'ondes et analyse l'écho qu'il reçoit en retour pour en déduire la position de sa cible. Mais dans notre environnement actuel, eh bien l'espace est en fait en permanence balayé par des milliers d'autres fréquences, la télévision, les radios FM, les réseaux téléphoniques, les satellites, etc., etc. Et tout ça, ça crée une sorte de brouillard d'ondes qui nous enveloppe en permanence, sans avoir besoin de radar en particulier. Et si les avions furtifs absorbent si bien les ondes radar, eh bien ils absorbent aussi toutes les autres formes de rayonnement, créant un trou au milieu de ce brouillard de fréquences. Eh bien les radars de contre-furtivité, c'est ce trou qu'ils recherchent. C'est ce qu'on appelle de la détection passive.
Plus besoin de cracher des mégawatts dans toutes les directions, ils analysent simplement l'environnement électromagnétique à la recherche des trous dans la raquette. Si avant c'était l'avion qu'on cherchait, maintenant c'est sa cachette qu'on veut trouver. Mais admettons qu'on n'arrive toujours pas à trouver ce fameux trou dans la raquette. Eh bien on peut toujours utiliser tous ces rayonnements qui nous entourent pour faire de la détection. En effet, quand un avion traverse ce fameux brouillard électromagnétique, eh bien il crée malgré lui une sorte de perturbation dans la force, un déphasage du signal, comme il le ferait en fait avec n'importe quelle onde radar. Alors quand on connaît les fréquences utilisées par les systèmes civils et les sources d'émission, eh bien il est facile de capter en retour le déphasage de ces signaux grâce à un réseau d'antennes et d'en déduire la position d'un avion. Et bien sûr, gros avantage de ce système, c'est que l'avion détecté ne sait même pas qu'il l'est et ne met donc aucune contre-mesure en œuvre pour se défendre. Enfin, si vous voulez quand même utiliser des radars classiques, eh bien la solution c'est de multiplier les antennes réceptrices sur le théâtre d'opération. Si un avion furtif ne renvoie aucune énergie vers la source du radar qui l'éclaire, il en renvoie quand même une infime partie dans plein d'autres directions. Alors en disséminant des émetteurs et des récepteurs un peu partout, on multiplie les chances de capter cette énergie. Renvoyez toutes ces informations des différentes antennes dans un calculateur qui va compiler et analyser ces données, et il en déduira lui aussi la position de l'appareil qui se croit invisible. Alors certains pensent que c'est une de ces solutions qui a été utilisée par les Serbes pour détecter et abattre le F-117 américain. Mais à la fin des années 90, on n'en était qu'au début de la détection passive. Alors il existe aussi une dernière théorie, peut-être celle la plus proche de la vérité, car la plus simple à mettre en œuvre avec les moyens de l'époque. Et ce sont deux événements qui vont mettre la puce à l'oreille de certains experts militaires. En effet, pendant la première guerre du Golfe, dès les premières heures de l'offensive sur le territoire irakien, un raid en profondeur d'un escadron d'hélicoptères Apache a détruit 3 radars soviétiques, considérés comme totalement obsolètes. Un P-18 Spoonrest et 2 radars P-15. L'effet recherché de ce raid, alors que les Irakiens étaient dotés en fait de dispositifs autrement plus performants, n'a jamais été justifié. Mais pourtant, 7 ans plus tard, en pleine campagne contre le Kosovo, les forces serbes, dotées des mêmes radars P-18, parviennent à détruire un F-117. En fait, les Américains étaient conscients depuis plusieurs années que leurs avions furtifs présentaient une vulnérabilité de taille, et ils étaient informés que les Russes l'avaient également découverte. À l'été 1991, les Américains ont même brutalement interrompu la campagne d'essai en vol des 2 premiers prototypes des bombardiers stratégiques B-2 Spirit pour apporter des modifications d'ampleur qui retarderont de manière importante le programme. Les chercheurs soviétiques avaient en effet compris que lorsque la longueur d'onde utilisée par un radar est un multiple de l'envergure de l'avion, l'énergie transmise par celle-ci créait un courant induit qui pouvait ensuite rayonner dans toutes les directions, sans pouvoir être contrôlé. Or, ces longueurs d'onde sont situées entre 1 mètre et 3 mètres, soit celles des radars russes P-18 des années 50. Alors si l'utilisation d'un système passif par les Serbes pour descendre le F-117 reste toujours possible, l'utilisation d'un radar métrique P-18 Spoonrest, dont l'électronique aurait été améliorée, reste aujourd'hui la plus probable. Alors tous ces procédés mis en œuvre dont on vient de parler, c'est bien pratique pour couvrir un théâtre d'opération à courte distance, mais comment on fait pour détecter au plus loin des raids de bombardiers furtifs B-2 par exemple? Eh bien pour ça, on a mis au point des radars HF, dont les ondes courtes ont la particularité d'utiliser de la ionosphère comme réflecteur, ce qui permet de détecter des cibles à plusieurs milliers de kilomètres. Le prototype français réalisé par l'ONERA dans les années 90, le Nostradamus, est parvenu à détecter en juin 1998 un vol de bombardiers furtifs B-2 en mission vers le Kosovo, et a démontré que les ondes courtes étaient à même de pouvoir tenir en échec les dispositifs de l'avion américain, développés pour échapper aux radars UHF et VHF. A priori, le nouveau bombardier américain B-21 Raider, remplaçant du B-2 Spirit, chercherait précisément à se rendre invulnérable face à ces ondes courtes. Mais vous allez voir que ça ne sera pas suffisant pour le rendre invisible. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a parlé que de la détection à l'aide de radars. Mais il y a un autre moyen de trouver sa cible sans se faire remarquer là encore. C'est dans le domaine de l'infrarouge. C'est pour ça qu'on retrouve cette boule à l'avant de tous les chasseurs modernes. C'est tout simplement un capteur infrarouge qui permet là encore de faire de la détection passive. Parce que oui, un avion, ça chauffe dur. D'abord par le frottement de l'air sur le fuselage, et puis c'est gavé de calculateurs qu'il faut refroidir. Et bien sûr, il y a toujours au moins un réacteur qui crame du carburant et recrache des tonnes de gaz brûlant. Alors bien sûr, les constructeurs ont imaginé toutes sortes de solutions pour diminuer au maximum cette signature infrarouge. La première, bien sûr, c'est l'utilisation pour le corps de l'appareil de matériaux qui produiront le moins d'échauffement possible et qui émettront donc le moins de radiation. Le F-22 Raptor, lui, est même doté d'un système de récupération de chaleur qui absorbe la chaleur de l'appareil, la fait passer dans les réservoirs de carburant pour en abaisser encore la température et l'évacue ensuite au niveau des tuyères. Mais le plus gros point noir, bien évidemment, ça reste les réacteurs, qui sont en permanence à des températures autour de 500 degrés, et c'est encore pire quand ils utilisent la post-combustion. Et pour ça, il n'y a pas encore de solution miracle. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de réduire au maximum les températures en sortie de tuyère.
Pour ça, eh bien, on va déjà essayer d'utiliser le moins possible cette post-combustion, hein. Et heureusement, les réacteurs modernes aujourd'hui sont devenus tellement performants qu'ils permettent aux chasseurs d'évoluer en super croisière, c'est-à-dire à des vitesses supersoniques sans post-combustion. Mais pour faire encore mieux, les réacteurs vont aussi être enfermés dans un flux d'air froid qui va limiter l'échauffement des structures et se mélanger en bout de cycle avec les gaz d'échappement pour en faire encore baisser la température. Et puis, vous l'avez peut-être aussi remarqué, mais tous les derniers chasseurs ont une double dérive. Eh bien, ce n'est pas juste pour faire joli, hein, mais plutôt pour servir de masque à d'éventuels capteurs infrarouges de missiles, par exemple. Et ça, eh bien, ça n'a rien de nouveau, puisque c'est exactement la solution qui avait été apportée pour protéger les moteurs du A-10 Thunderbolt. Allez voir ma vidéo à ce sujet d'ailleurs. Enfin, eh bien, les avions vont abandonner cette couleur noire, hein, qui était la marque de fabrique du F-117 et du B-2. Les chercheurs se sont en effet rendus compte que cette couleur qui absorbe pourtant mieux certaines longueurs d'onde infrarouges les rend en fait beaucoup plus visibles dans d'autres longueurs d'onde. Ce qui était une force de ces appareils a été retourné contre eux, et c'est d'ailleurs à cause de ça que le B-21 Raider maintenant est quasiment blanc. Enfin, dernière chose qui peut rendre un avion détectable, eh bien ce sont toutes les émissions qu'il peut produire. Vous avez beau être indétectable au radar et tout faire pour diminuer votre signature infrarouge, si vous crachez un faisceau radar devant vous et que n'importe qui peut capter vos communications radio, eh bien vous êtes immédiatement repéré, et tout le reste ne sert plus à rien. Alors pour essayer de limiter ce risque, la radio et les radars modernes utilisent des systèmes de saut de fréquence. En fait, au lieu de n'utiliser qu'une seule fréquence pour leurs applications, eh bien ils vont utiliser alternativement plusieurs canaux répartis dans une bande de fréquences, selon une séquence pseudo-aléatoire, connue de l'émetteur et du récepteur seulement. En changeant plusieurs milliers de fois par seconde la fréquence de vos émissions, cela rend forcément vos identifications par l'ennemi beaucoup plus difficiles. Mais l'ennemi, lui, forcément, eh bien, il va s'adapter. Il n'est pas bête non plus. Le système Spectra du Rafale, par exemple, est capable d'analyser les signaux radars auxquels il est soumis, même en évasion de fréquence, hein, et de les fusionner avec les autres capteurs infrarouges ou laser pour en déduire la position de son adversaire et mettre en œuvre sa conduite de tir et les contre-mesures associées. Mais si vous croyez que les ingénieurs se sont arrêtés à ça, eh bien vous vous trompez encore, parce qu'aujourd'hui, ils travaillent sur la réalisation de nouveaux capteurs quantiques qui seraient à même d'imager la forme des avions furtifs, de révéler les parties métalliques dissimulées sous les matériaux absorbants, mais aussi de pénétrer la couverture végétale et les infrastructures pour détecter troupes et matériel au sol. Située entre les micro-ondes et l'infrarouge, cette nouvelle génération de senseurs émet des photons à partir d'un laser hélium-néon TH. Ce dernier est fondé sur le principe d'intrication quantique. Si un photon émis par ce radar interagit avec un objet ou est absorbé, le photon auquel il est apparié, et qui lui n'est pas émis, subira les mêmes modifications de son champ énergétique, et ce, eh bien, quelle que soit la distance qui le sépare du premier. Mais les capacités d'absorption par l'atmosphère de ces lasers et l'énergie nécessaire à leur fonctionnement les destineraient à être intégrés dans un premier temps sur des plateformes de surveillance du champ de bataille disposant d'au moins 4 réacteurs. Mais à terme, bien sûr, l'objectif consiste à doter les avions de chasse de cette capacité de ciblage. Alors je pense qu'après toutes ces explications, vous avez compris pourquoi la furtivité n'a finalement plus rien d'une technologie secrète, imbattable ou je ne sais quoi. En fait, aujourd'hui, elle ne sert qu'à retarder le moment où l'avion sera détecté par l'ennemi et à réduire la probabilité de se faire shooter. Si je peux tirer sur mon adversaire avant que lui ait pu me repérer, eh bien j'ai l'avantage, ce qui augmente d'autant ma capacité de survie. Et c'est aussi simple que ça, la guerre moderne est devenue une histoire de statistiques. Parce que les grands débats à coup de quel est le meilleur avion de chasse au monde, ou qui gagne en combat aérien entre un Rafale et un F-22, eh bien il n'y a rien de plus stérile. Et à toutes ces questions binaires de cours d'école, eh bien il n'y a qu'une seule réponse. Ça dépend. Ça dépend du mode d'engagement, du nombre d'appareils engagés, de la configuration de l'avion, du pilote qui tient le manche et de tellement d'autres facteurs. J'ai vu par exemple des Mirage 2000D, donc des avions de bombardement, descendre des F-15 aux missiles magiques en retour de mission de pénétration. Et encore des Mirage 2000D passer sans problème sous le nez de Mirage 2000-5 pour aller traiter leurs cibles, en exercice bien sûr, et en revenir sans être inquiétés. On voit circuler des vidéos du Rafale tenant tête au F-22 en combat à vue sans se poser la question de comment il a fait pour arriver si près. Le combat aérien, ce n'est plus de la joute de chevalier où les deux adversaires se saluent poliment avant de se foutre sur la gueule. C'est une combinaison de moyens, de détection, de guerre électronique, de contre-mesures, où chacun essaye d'avoir l'avantage sur l'autre avant même de se voir. Et à l'heure actuelle, on peut même se poser la question de savoir est-ce que ça en vaut encore la peine tout ça? Regardez ce qui se passe actuellement en Ukraine. Où sont les combats aériens et les grands raids de bombardement? Si les Ukrainiens n'ont pas beaucoup de moyens, c'est pourtant pas le cas des Russes, non? Pourtant, eh bien, chacun se contente de balancer des missiles longue portée à distance de sécurité depuis le territoire qu'ils maîtrisent. Et les seuls appareils à effectuer des missions d'attaque au sol pour supporter leurs troupes, eh bien, ce sont des hélicos ou des vieux Sukhoi 25 qui ont 40 ans. Les Russes ont perdu des centaines d'appareils à cause de simples missiles tirés à l'épaule, et leurs avions de 5e génération sont tellement furtifs qu'on ne les a vus que dans Top Gun.
Cette guerre du 21e siècle, finalement, utilise des matériels des années 90 et préfère laisser les missions de bombardement à des armées de drones assez précis, il faut le dire, faciles à produire en masse et peu coûteux. Les Américains vont même bientôt mettre à la retraite leur F-22, alors qu'ils vont continuer à utiliser des F-15, des F-16 et des F-18. Les B-2 Spirit n'ont pas non plus envoyé les B-52 à la décharge, et même l'arrivée du F-35 n'empêche pas la modernisation des A-10 pour la PUF. Alors, est-ce que les leçons qu'on tirera de ce conflit auront une incidence sur les développements des avions du futur, avec un retour des appareils moins technologiques ou des armées de drones? Eh bien ça, seul l'avenir nous le dira. En attendant, eh bien retrouvez-moi ici pour une prochaine vidéo où on parlera encore et toujours auto et aéro. Allez, tchuss!